c'est une escroquerie. Il y a des gens qui travaillent pour que ce développement séparé puisse exister. Il y a ceux qui travaillent pour nourrir une autre communauté. Donc, on ne peut pas avoir réellement un développement séparé qui permette les uns les autres de s'épanouir. Donc, l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation d'une communauté par une autre. L'exploitation d'une communauté. Donc, c'est ça que je dis. Il y a donc une chronologie. Les modèles, le colonialisme va devenir un modèle, constituer un modèle. C'est un modèle social, c'est aussi un modèle économique, c'est aussi un modèle religieux, ainsi de suite. Vous allez voir que tout ce qu'on fait, je suis moi-même quelqu'un qui est né dans les milieux des missionnaires, et donc, bien que mon père était l'adjoint de l'ingénieur qui construisait les églises, nous devons habiter dans les quartiers indigènes, donc les quartiers des Noirs, eux ils habitaient dans les quartiers des Blancs. Donc, pourtant, ils s'appelaient pratiquement des frères. Et c'était comme ça. Quand ma mère mettait au monde, les missionnaires venaient vite donner les noms européens, américains à mes frères et sœurs. Mais quand Mme Gloria mettait au monde, ça c'était pas vice-versa. Donc il ne fallait même pas y penser. Donc c'est ça qu'il faut dire. Donc depuis cette période-là, donc de 1482, disons ça à l'arrivée de Diego Cao, puis après nous sommes à peu près à 553 si ma mémoire est bonne. La conversion d'un des rois, par exemple, du Congo, cette conversion a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'une conversion inconsciente, ça veut dire un renoncement. Tu renonces à tout. Tu renonces à ton père, tu renonces à ta mère, tu renonces à ta façon de croire en Dieu, de voir le monde, de voir le soleil, tu renonces à la façon de manger, tu renonces à la façon d'appeler tes enfants, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de ce moment-là où il y a le colonialisme que le dialogue a commencé à finir, lentement. D'abord, le premier processus, c'est du point de vue urbain, pour ne pas entrer dans les autres détails, c'est la cité. Donc, vous avez les villages ici. Quand vous entrez dans un village, les villages ont gardé presque les structures anciennes, donc il y a les dialogues qui existent encore. Et vous avez une deuxième situation où il y a la ville, en lingala on dit Mboka Mundele, donc les centres-villes, et puis il y a la périphérie. Et ce modèle va, à partir du moment où les Européens commencent à les mettre, le dialogue est en train de finir. Il n'y a plus de dialogue, parce que les gens, ils ne se rencontrent que pour les intérêts économiques. Les uns exploités, les autres exploitants. Donc, il n'y a plus de cité, ce modèle, il est en train de finir, et progressivement, aujourd'hui, l'Afrique est entrée dans une phase de rapide urbanisation, qui fait que, finalement, reproduisant le même modèle qu'à l'époque coloniale, nous avons des gens qui sont d'ailleurs, pour la plupart, dans des cités qu'on appelle modernes, ou quartiers riches, ou bien quartiers favorisés, des gens qui n'ont plus suffisamment de contact avec le reste de la population. Or, qu'est-ce qu'une nation? Si ces gens-là représentent environ 1 ou 2% de la population, pour faire un développement réel, il faut que la même culture soit partagée par la majorité des gens. C'est ça la question du développement. C'est-à-dire que les 1 ou 2% des gens qui forment l'élite, enfin, pour l'élite par exemple ici, j'entends ici maintenant de façon claire l'élite politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle, pour les 1 ou 2%. J'exagère, hein? Il y a des pays où il y a moins d'1%, vraiment des vraies élites. Et donc, 1% consomme 99% des richesses. Vous voyez, il ne peut pas avoir de développement. C'est ça le problème. C'est le développement inégal, la consommation inégale
les études inégales, l'accès à la culture inégal, c'est l'inégalité. Or, c'est les schémas que nos ancêtres avaient installés. Hein, vous voyez que c'est souvent quand on demandait à quelqu'un d'être chef, il a peur d'être chef. Parfois, il renonce. Parce que ça veut dire que quand tu es chef, tu renonces à beaucoup de choses, à beaucoup de petits plaisirs. Tu ne les auras pas parce que tout ton temps est consacré à être visité, à traiter les problèmes, à réfléchir sur le bien de la collectivité. Donc, pour vous répondre plus schématiquement, les processus donc, les passages du dialogue au monologue commencent depuis que la colonisation s'installe. Parce que les institutions ne sont plus les mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est les institutions? La religion n'est plus la même. La famille, la conception de la famille n'est plus la même. Nous passons du patriarcat au matriarcat, plutôt du matriarcat au patriarcat. Autre chose, les noms de lieux, on ne se souvient même plus. Vous savez que c'est la religion qui détermine les modèles économiques. C'est-à-dire que comment vous allez partager l'argent, comment vous allez faire la dîme, où va la dîme quand on la collecte. Aujourd'hui, ça pose des problèmes, par exemple, dans les églises nouvelles comme ça. C'est le problème d'argent. Ça se pose, ça devient, les enjeux économiques sont importants parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas faire. Normalement, si on respecte les schémas traditionnels, puisque vous habitez ensemble, vous savez qui est riche. Et je veux vous dire que lorsque vous devenez trop riche, on vous donne une deuxième femme, on vous donne une troisième femme, on vous donne une quatrième femme, on vous donne une cinquième femme. Ce n'est pas parce que vous voulez vous amuser, mais parce que les mariages, ici, c'est la manifestation de l'amour de deux personnes, mais dans ce système-là, les mariages, c'est l'ensemble des alliances conclues entre les familles d'un homme et d'une femme. Ce sont des alliances. Ces alliances sont politiques, économiques et tout cela. Quand je vais acheter, il va dire non, notre beau-fils vend les tissus. Donc je ne peux pas aller acheter ailleurs si ces tissus-là, notre beau-fils les vend. Puisque quand je vais acheter chez le beau-fils va nourrir notre fille. Ainsi de suite. Donc il y a toute une conception donc, de la richesse, de la vie, de Dieu, les rapports à la terre, ainsi de suite, qui sont disloqués, même s'il n'y a pas de conflit. Quand je parle de restaurer, les conflits, ce n'est pas un conflit ouvert. Il ne s'agit pas des ennemis. Mais chacun vit sa vie. Or, c'est le contraire dans la société africaine. Il n'y a pas de vie privée. Il n'y a que des vies collectives. Donc c'est un changement majeur quand vous passez de ces systèmes-là. Il ne peut pas avoir de solidarité lorsque la vie privée est au-dessus de la vie collective. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Il y a aussi une question sur notre culpabilité, la troisième question, l'état de notre culpabilité. Bon, alors, je pense que ce serait une faute, moi en tant que chercheur, de vous dire qu'il y a culpabilité. Je ne suis pas dans la culpabilité. Parce que nos élites, même ceux qu'on accuse d'être dictateurs, voleurs et tout cela, elles sont aussi victimes d'un système. C'est 5 siècles. J'ai essayé dernièrement, quand j'écrivais l'ouvrage là, c'est la faute de nos chefs d'État, et je suis arrivé à 2 sous-titres. Le premier, c'est faux. Le deuxième, l'exemple vient en bas. Et je me suis intéressé à l'âge de nos leaders, au moment des indépendances, en 50. Quand j'ai fait la moyenne, ils ont tous pratiquement moins de 30 ans. Quand ils se sont engagés à nous défendre, à nous amener à l'indépendance, ils ont moins de 30 ans la plupart. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Regardez le niveau d'inculture que nous avons aujourd'hui. À 55 ans, vous prenez un Africain d'aujourd'hui. J'ai appelé un ami tout à l'heure qui allait venir et comme il s'excusait de ne pas... Ils sont endeuillés, donc il ne peut pas venir. Il me dit, vous savez, j'aurais voulu être là, mais mon seul regret pour l'Afrique actuelle, c'est que ce que nous appelons les intellectuels sont comme des flyers. Ils ont juste la connaissance d'un flyer. Bon. Ça dit que
quand vous discutez avec l'élite, il vous répète exactement des choses dites, des choses qu'il entend à la radio. Il n'a pas d'argument. Nous sommes arrivés à une école qui ne produit plus des gens qui pensent. Vous voyez, il sait à peine lire et écrire. Et c'est ça la difficulté pour l'Afrique. N'entrez pas, nous devons sortir justement, restaurer les dialogues et la solidarité dont je parle, c'est mettre fin à cette situation où on accuse certains d'être les fautifs. Au contraire, il faut les ramener. En dehors des institutions bidons que nous avons, des assemblées nationales sans projet, des parlements, ces institutions, il faut revenir à des institutions qui ont fonctionné. Par exemple, dans le cadre d'une famille, vous pouvez dire, nous, les familles telles, vous êtes responsables de telles choses dans le pays, vous êtes en train de nous faire honte. Vous pouvez aller régler ces problèmes-là. Pour les pays, vous pouvez régler des problèmes. Alors, quand votre frère est ministre ou président et qu'il vole, ce n'est pas un problème, vous vous rendez compte qu'il y a des voleurs quand ils ne sont plus là. Non, je ne suis pas dans l'évangile de la condamnation. Ce qu'il faut, le travail à faire, quand je parle de restaurer les dialogues et la solidarité, il faut vraiment la restaurer pour arriver à des formes de réconciliation. Mais la réconciliation ne veut pas dire que parce qu'il y avait seulement les sangs. Il faut faire la réconciliation avec l'Afrique. Parce que nous avons tous trahi l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. Il faut se réconcilier tous les jours avec l'Afrique. Il faut se dire bonjour dans les rues. On ne sait plus se dire bonjour. Et tout ça. Il faut commencer à faire des choses là. Et je vous dis que tout ce que j'ai fait les calculs, 90% des choses que je mets dans ces modèles-là ne nous coûtent rien. Donc il suffit de nous dire déjà bonjour dans la rue, il faut savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, qu'est-ce que je peux vous apporter. Cette solidarité doit être déjà spirituelle, économique, géographique. Quand quelqu'un, vous avez une maison et l'autre est en train d'habiter à l'extérieur, vous ne pouvez pas dormir. Si vous arrivez à dormir alors que vous savez que votre voisin, il y a toujours à côté de nous quelqu'un qui souffre. Si quelqu'un me dit qu'il ne connaît personne qui souffre, bon, j'aimerais voir. Mais il y a toujours à côté de nous quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui manque quelque chose. Et la solidarité nous demande justement d'être disponible envers ceux qui sont dans les besoins. Il faut... Oui. Lorsque vous parlez de la solidarité, du dialogue de la solidarité entre le peuple et les élites, Oui. on ne pouvait pas non plus discarter ceux de commettre des crimes, parfois, lorsqu'ils sont au pouvoir, qui dirigent ces sociétés-là, où on peut trouver à la fois ces peuples et ces élites. Donc, c'est à ce sens-là que je vous ai posé la question, est-ce que ces élites n'ont pas une certaine culpabilité? Peut-être que l'expression n'était pas la plus exacte, j'aurais pu dire peut-être la responsabilisation. À qui doit-on responsabiliser ces manques, cette absence de solidarité que se fait sentir à bien des égards dans nos sociétés aujourd'hui? C'est en ce sens-là que j'ai posé ma question. Merci. Je voulais seulement dire aux amis qui posent des questions, M. Mahoët a fait une approche anthropologique, c'est un débat, même une approche philosophique, même, donc le débat est ouvert parce que le sujet d'importance, n'hésitez pas de nous amener sur un autre terrain dans la mesure où ça nous permet d'éclairer le débat. Alors, il est vrai que je pense que il y a une responsabilité d'une génération. Celle qui a démarré avec l'Afrique, celle qui a dirigé politiquement, mais celle aussi qui a été une génération d'enseignants. Hein, donc, il faut parler de la responsabilité d'une génération. Parce que si nous comptons les individus, moi, si on me demande d'aller tuer ma mère, c'est la personne qui le dit même, je ne sais pas s'il aura le courage de me le dire. Il faut aujourd'hui que les problèmes de responsabilité soient posés en termes de responsabilité des individus.
à partir de ce moment-là, parce que vous pouvez être dans une institution sans commettre des fautes. On ne va pas quitter le pays et dire, bon, on ne sera plus au gouvernement parce qu'il y a 5 voleurs dans le gouvernement. Nous, on ne peut pas entrer dans ce gouvernement jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de voleurs. Non. Saint Augustin disait ceci, je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Il faut bien comprendre, il y a des responsables, il y a des crimes qui ont été ou qui sont encore en train d'être commis. Il faut poser les questions des élites, non pas en termes d'une collectivité, en termes d'un gouvernement ou des gens de tel village. Il faut poser en termes de responsabilité. On juge les gens ce sont les actes des gens qui constituent leur vrai message. Vous voyez? Donc, je pense qu'il est de la responsabilité, lorsque nous voulons restaurer le dialogue,